C'est une guerre lâche. En fait, on ne voit pas l'ennemi. C'est un ennemi sans visage, le terrorisme. Est-ce que c'est facile? Est-ce que même la façon de procéder, plutôt que d'enrayer la menace terroriste pour le Sénégal, ne nous expose pas? Je m'explique. Il y a le forum Paix et Sécurité qui a été organisé au Sénégal. Il y a un accord qui a permis le transfèrement de 2 prisonniers de Guantanamo au Sénégal. Il y a cet accord qu'on vient de signer avec les États-Unis. Est-ce que ce n'est pas une manière de braquer les projecteurs sur le Sénégal et de faire en sorte que le Sénégal, qui pouvait être un îlot tranquille, pas la cible des terroristes, puisse s'attirer le regard de ces terroristes et intéresser ces terroristes? Ou même développer la Est-ce que ça, ce n'est pas un problème que nous risquons? Ou même développer la psychosécurité au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, les gens, tout le monde de plus en plus a des... Et on a vu la frénésie avec laquelle les autorités ont géré ce dossier. Chaque fois, aujourd'hui, que vous approchez une femme qui porte la burqa, vous avez un peu le réflexe de vous mettre à côté, parce que tout simplement, on développe un peu cette psychose-là. Et il n'est pas habituel qu'une personne invitée dise aux journalistes qu'il a invités que vous avez complètement tort. Mais honnêtement, sur cette question, je pense que vous avez tort. Ce n'est pas en évitant, comme dirait l'autre, en rasant les murs ou en entrant en clandestinité que les terroristes vont nous laisser tranquilles. Le Sénégal, pour ceux qui ont suivi ce dossier depuis une dizaine d'années, a été, disons, un des terrains de prédilection les plus importants pour les terroristes. Ils aiment ce pays, entre guillemets. C'est-à-dire que ce pays les a toujours intéressés. Quel terroriste? Quel terroriste? Je ne vais pas être spécifique. Ça ne comptez pas sur moi pour dire des choses qui sortent dans certains cadres. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, le Sénégal les a toujours intéressés. Est-ce que vous avez suivi l'interview de Mokhtar Belmokhtar avec un journaliste mauritanien et quand il a répondu à la question du Sénégal? Ce qui vous prouve que le Sénégal les a toujours intéressés. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé qu'ils ne faisaient pas beaucoup de bruit par rapport au Sénégal parce qu'ils étaient déjà au Sénégal. Ils étaient déjà au Sénégal. Où au Sénégal? Je ne dirais pas non plus. Et je disais que Mokhtar Belmokhtar était clair, hein? Vous pouvez retrouver ça dans l'Internet. Il dit que le Sénégal est un pays intéressant pour nous. Et tant que ce pays ne se mêle pas de nos affaires, nous, on n'a pas de problème avec le Sénégal. Voilà. Non, attention. Mais la parole d'un terroriste, moi, ne m'engage pas. Je suis en train de vous montrer que quel que soit Alpha, le Sénégal était un pays potentiellement cible pour eux parce que s'ils veulent s'installer chez nous pour attaquer le Mali, attaquer les autres pays du Sahel, attaquer les autres pays, c'est une honte pour le Sénégal que de dire nous allons nous mettre à l'abri, nous allons les accepter, faire une surveillance lâche, faciliter leur déplacement, leur transit dans notre pays parce que nous voulons être en paix. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons une forme d'islam qui les rebute et qu'ils ont dénoncé. Vous savez ce qu'ils pensent. Et qui est un rempart aussi. Est-ce que l'islam confrérique que nous avons n'aurait pas constitué le meilleur rempart que nous puissions avoir par rapport à cette menace terroriste? Ce que j'appelle une deuxième erreur d'analyse, parce qu'on a lu les interviews de ces jeunes. Ils ont dit qu'au Sénégal, on vénère des mausolées. On va dans les capitales, Touba, Tivaouane, Cambérène et autres, Yoff, pour aller vénérer des mausolées et que nous sommes, nous, des non-musulmans. Et de venir détruire... Il y a la fameuse statue d'Abdoulaye Wade aussi qui doit probablement les choquer. Voilà, qu'ils vont venir détruire notre islam confrérique, parce que il y a même un islam ici, une confrérie, qu'ils traitent de confrérie animiste et musulman, et qu'ils viendront détruire ces gens. Donc l'islam confrérique ne nous a pas autant protégés. L'autre grand problème, parce que là c'est parce qu'on a beaucoup de questions que je développe un peu longuement, le grave problème est interne. C'est l'école française, l'histoire de Boko Haram au Nigeria nous a rattrapés au Sénégal. Vous faites une formation en Coran, ensuite en arabe, ensuite vous allez à Al-Azhar, vous revenez avec votre doctorat, vous avez appris Aristote, Platon, vous êtes un ingénieur, vous êtes un... Comment on vous appelle au Sénégal? Arabisant, avec beaucoup de mépris. Et ces gens, nos ancêtres qui n'étaient pas francisants ou ne pratiquaient pas l'anglais, avaient bâti des États avec eux, n'est-ce pas, au Nigeria, à Kano, Sokoto, etc. Ici même, dans nos pays, avec Souleymane Baal. Ces gens n'ont jamais considéré qu'ils n'étaient pas des intellectuels, qu'ils étaient soi-disant des arabisants. Ce mépris culturel a fait que même dans les confrères dont vous parlez, certains d'entre eux sont profondément contre l'État républicain qu'on a mis en place. Et ils ont même une certaine vision, une certaine tolérance par rapport à ce que font les mouvements djihadistes. Ensuite, comme disait l'autre, pendant 40 ans, les wahhabites sont arrivés. Ils se sont incrustés dans nos sociétés. Ils ont géré les effets de la sécheresse. Ils ont fait du social, ils ont aidé les gens.
Ils ont construit aussi des mosquées, chemin faisant. Et par la suite, ils sont revenus pour suppléer nos États, qui sont des États défaillants, sur la question des infrastructures. Ils ont construit des écoles, les infrastructures, construit des centres de santé. Et progressivement, ils ont métastasé dans toute notre sous-région, pendant que nous, on s'occupait d'autres choses. Et ces gens-là, aujourd'hui, nous voulons les rattraper. Nous ne menons pas le combat idéologique. Nous n'osons pas parler dans nos médias. Nous sommes tous, chacun fait très attention aux mots qu'il choisit, à ce qu'il dit, etc. Eux, ils n'ont pas ce genre de restrictions. C'est pour dire qu'ils ont pris une grosse avance sur nous. Le Sénégal devait faire face à son destin. Moi, je ne peux pas comprendre que Tombouctou soit attaqué, qu'on commette des atrocités chaque jour dans ce pays et qu'ici au Sénégal, on dise « gardons le profil bas, c'est plus sûr, comme ça on ne va pas être attaqué ». Profil bas ou profil haut, ces gens nous auraient attaqués. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire devant les dénoncer simplement? Mais ça n'amenait à rien. J'ai jamais parlé de dénonciation. Mais il fallait faire quoi exactement? Organisation. Par rapport à la menace. Mutualiser nos forces. Nous avons des forces mais c'est justement là le problème. Parce que autant le Sénégal essaie de développer un système d'alliance avec les pays occidentaux, autant le Sénégal me semble isolé dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. J'en veux pour preuve la mise à l'écart de notre pays du G5 Sahel. Et à l'époque même, vous étiez offusqué de cette mise à l'écart du Sénégal et vous ne compreniez pas que le Sénégal ne s'engage pas dans le G5 Sahel. Parce que l'argument qu'on nous avait donné est un argument quand même très, pour ne pas dire, utiliser un mot fort, est un argument spécial. Le Sénégal n'est pas associé au G5 du Sahel parce que le Sénégal a moins de problèmes que nous. Vous vous rendez compte? Parce qu'on a moins de problèmes, on doit être isolé d'une initiative majeure qui permettait aux États du Sahel de travailler ensemble. Parce que le Tchad aussi a voulu exercer un leadership dans la sous-région. Alors je vous dirais oui, au risque peut-être de dire ce que je ne devrais pas dire, que le Tchad n'était pas contre la présence du Sénégal dans le G5. Donc ça, c'est pour vous informer que le G5 du Sahel m'a posé problème et c'est l'une des rares fois où ça a été plus fort que moi, je me suis exprimé. Après, j'ai regretté même d'avoir eu à faire de telles déclarations. Mais j'étais choqué qu'on puisse monter une organisation de lutte contre le terrorisme dans le Sahel et qu'on exclut le Sénégal. Parfois même, je dis que le Sénégal a inventé le Sahel. Senghor, avec son concept de comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Senghor avec tous ses discours sur le Sahel, c'est incompréhensible qu'on nous dise qu'on ne fait pas partie du Sahel. On fait partie du Sahel. Et si nous, on faisait un peu mieux que les autres, c'est une raison de plus pour que les autres travaillent avec nous, partagent d'expériences et qu'on aille ensemble. Encore une fois, notre pays ne peut pas se tenir à l'écart d'un fléau qui a pris racine dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'économie criminelle s'est installée. C'est comme ça que nous avons fait grave erreur avec la Guinée-Bissau. Nous nous sommes tous défaussés sur la Guinée-Bissau. Oui, c'est un État narcotrafiquant. Qu'en est-il de nos États? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos États? Les narcotrafiquants se sont installés presque partout, jusqu'au point où on a parlé de air cocaïne parlant du nord du Mali et de ce qui est arrivé. Et ce n'est pas juste de viser un pays comme la Guinée-Bissau parce qu'il semble être un peu plus faible et on met toutes les critiques vers ce pays et on oublie de s'occuper de nos propres problèmes chez nous. Pour moi, les narcotrafiquants sont au Sénégal, ils sont un peu partout en Afrique de l'Ouest et ces gens se sont installés. Et cette économie criminelle a fait la jonction avec les terroristes, les extrémistes, prise d'otages, trafic humain, trafic de migrants. Nos jeunes qu'on fait passer, et parfois on les fait passer non pas vers l'Europe, mais vers la Libye. J'étais le premier à parler de camps d'entraînement de Sénégalais en Libye. Je me suis fait attaquer. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi parce que ces jeunes se sont manifestés. Oui, mais M. Gadio, mais en parlant de la Guinée-Bissau, vous savez très bien que dans la stratégie de certains pays d'Amérique centrale et du Sud, la Guinée-Bissau était un peu le maillon faible. Hein, on a même vu des documents secrets dans lesquels on disait que pour vendre la drogue, pour développer la vente de la drogue en Afrique, il fallait passer par le Guinée-Bissau et il fallait commencer par corrompre le président. Donc c'était quand même légitime, tout à fait légitime de dire effectivement de considérer la Guinée-Bissau comme un point focal. Ce qui n'est pas légitime, c'est de se concentrer uniquement sur la Guinée-Bissau. Non, mais c'est quand même un pays qu'il fallait dénoncer, en tout cas des pratiques qu'il fallait dénoncer. On ne dénonce pas un pays, on ne dénonce pas un peuple. On dénonce un système. Il y a une situation de fait qu'il fallait dénoncer. On dénonce un système qui se met en place dans un pays. Et je vais ajouter une chose. Quel est le stratège intelligent qui commence par attaquer le maillon fort? Il attaque le maillon faible. Et une fois qu'il a emprise sur le maillon faible, il va vers les maillons forts. Parce que son objectif, c'est les maillons forts. Mais il y a une réalité, hein, M. Gadio, la Guinée-Bissau est quand même un pays narcotrafiquant comme beaucoup d'autres pays. Maintenant, en termes de transition, on va essayer quand même de continuer pour la deuxième partie de cette émission. Je voudrais juste poser, une question. Cet accord avec les États-Unis
C'est un accord, vous pensez que ça va être un accord isolé ou est-ce que c'est un accord qui va s'inscrire dans une stratégie globale de lutte contre le terrorisme? C'est pas dévié de votre question que de dire que moi j'ai dit aux amis américains, parce que j'ai des amis avec qui j'ai travaillé sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, j'ai dit que vous aviez fait une grande erreur en organisant ce qu'ils appellent le pivot américain, c'est-à-dire le pivot vers l'Asie. Ils pensaient que le Japon, la Corée et la Chine, c'était ça les prochains grands foyers de tension dans le monde. Ils ont commencé à déplacer leurs grands navires. Et je leur dis, mais pourquoi vous abandonnez l'Atlantique? Pourquoi, quand vous arrivez en Chine, vous verrez les Chinois avec leurs sacs à dos et tout en train d'aller vers l'Afrique. Vous allez vous croiser, vous quittez l'Afrique pour aller là-bas, eux ils viennent vers l'Afrique. Ça va se jouer autour de l'Afrique, autour de l'océan Atlantique. Et j'ai défendu cette théorie, certains d'entre eux l'ont acceptée. Alors quand je les vois montrer un intérêt vers l'Afrique, je ne peux pas dire une chose et son contraire. Maintenant, j'ai même reproché au président Obama, aux Nations Unies, après l'intervention française au Mali et la grave crise du Mali, d'avoir consacré 5 minutes à l'Afghanistan, 5 minutes à l'Irak. Arrivé au Mali, il dit « Au Mali, nous avons soutenu l'intervention française ». Une phrase. Et il est passé. Donc aujourd'hui, si les Américains se ressaisissent et comprennent que s'ils laissent l'Afrique à son sort, avec des armées qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la logistique, si l'Afrique s'effondre, eux-mêmes sont une cible privilégiée parce que les terroristes, ceux qui vont occuper nos États, auront l'Amérique en face. Donc c'est intéressant qu'ils viennent. Est-ce que maintenant c'est des accords perlés qui commencent par un pays, qui s'étendent vers un autre? Si c'est ça, les Africains auront encore fait, une fois de plus, l'erreur grave qu'il ne faut jamais faire. Oui, le Sénégal, je m'excuse sur cette phrase, okay. Le Sénégal n'est pas un interlocuteur des États-Unis. C'est-à-dire, comme on dit en Wolof, c'est pas la même chose. Donc le Sénégal est plus fort en venant dans un accord, si c'est un accord perlé, c'est-à-dire qu'il doit s'étendre. Le Sénégal est plus fort en venant avec un groupe de pays africains. On fait un accord, les pays du Sahel par exemple, on fait un accord stratégique avec l'Amérique, tout le monde est content et on avance. Donc je pense que c'est un peu ça la réponse, mais c'est des questions qui sont soulevées et on verra parce que l'histoire des accords, c'est l'histoire des secrets.